なっている YouTuber が多い。みんな自分のスタイルがある。みんな詳しい。みんな伝えたいことがある。集まる時間が来た。メタル YouTuber の集まりだ。Cet épisode devait à l'origine sortir durant le mois de décembre 2017. Mais suite à une course-poursuite avec l'Alliance Rebelle, ce n'est qu'aujourd'hui que nous sommes en mesure de vous présenter la nouvelle vidéo. Anything else? Initiate. Pass. Côté lumineux, côté obscur, c'est cette dualité qui nous permet de constater dans Star Wars que... Ah putain, ça me fait chier, tiens. Oh merde, avec leur sujet de merde, là. Putain. Ah. L'espace. On pouvait décidément pas trouver sujet plus prolifique au sein du métal. Et puis c'est assez facile de s'imaginer pourquoi ça l'est en fait. Imaginez-vous en tant que musicien métal cherchant un concept ou un sujet à traiter dans votre prochain album. À ce moment-là, vous jetez un coup d'œil à ce qui se fait déjà en général dans votre grande famille. Dans le death, on parle de mort, de décapitation et de tripes à l'air. Dans le black, on parle de Satan, de dépression et de race aryenne. Dans le punk hardcore, on fait des revendications politiques. Dans le grind, on parle d'écologie et de caca. Dans le folk, on parle de boire des bières. Et dans le power, on parle de licorne et d'arc-en-ciel. Et là, vous vous dites qu'au final, tous ces sujets sont bien trop cantonnés à l'imagerie du monde terrestre, que c'est beaucoup trop concret, trop palpable, qu'au final ça fait pas assez voyager, que ce ne sont pas des sujets assez nobles, et alors que vous savez très bien que l'univers s'étend à perdre de vue et que la Terre n'est qu'une infime petite poussière dans le cosmos, vous vous étonnez de voir que la plupart des artistes n'arrivent pas à voir au-delà de cette infime petite poussière. Et vous vous sentez quelque part prisonnier de cette planète. En partie parce que vous ne pouvez pas la quitter, donc vous êtes vraiment prisonnier de cette planète. Mais surtout parce que tout autour de vous, les gens ne se concentrent que sur ce qui vous semble être des petites choses, et que personne ne fait l'effort de lever les yeux au ciel pour contempler le cosmos et oser parler de sujets qui le dépassent. Et là vous vous dites je dois parler de l'espace, de l'univers, de l'inconnu, de l'inatteignable, parce que c'est la seule chose qui paraisse importante à côté de tous ces sujets ridicules. En gros, un sujet universel pour accompagner une œuvre musicale qui se veut universelle. Oh putain, je crois que j'en ai trop pris là. Et puis là, en fait, vous vous rendez compte que vous pensez ça parce que vous faites du prog, et puis que tous les mecs qui font du prog ont déjà eu cette idée avant vous. Donc oui, le thème de l'espace et de l'univers est très présent au sein des artistes prog gent, surtout les one-man bands, et pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller voir mon point prog épisode 4, où je parle des one-man bands de prog et de gent depuis le début du 21e siècle, et vous verrez que l'esthétique spatiale y est très très présente. Mais c'est d'autant plus intéressant de constater que la façon d'aborder ce sujet varie énormément en fonction du style dans lequel il est traité. Dans le prog, comme je vous l'ai expliqué, on fait ça plutôt pour des raisons de voyage, de volonté d'universalité, et aussi parce que c'est un symbole intellectuel et d'ouverture d'esprit, d'évoquer des sujets aussi complexes qui nous dépassent autant. En fait, c'est tout à fait raccord avec le snobisme du progueux de base. Mais en fait, on peut utiliser le sujet de l'espace pour différentes raisons. Et là, je vous renvoie à mon point prog épisode 6 pour vous parler par exemple de la place du thème spatial dans le black metal atmosphérique. Et là vous verrez que c'est vraiment l'aspect froid, noir et isolé des lointaines contrées sidérales qui est vraiment mis en avant. Et si on s'intéresse encore à d'autres styles, ça se traduit encore d'une autre manière. Dans le thrash par exemple, où le vintage revival est très en vogue, c'est pas rare de voir le thème spatial être repris pour correspondre à une image de comics DC ou Marvel des années 70, avec toujours ce côté dystopique, futuriste, qui a fidèlement accompagné
accompagné le style depuis son essor dans les années 80. Enfin tu me diras, le fantasme spatial, dystopique, futuriste, il a d'une manière générale envahi un petit peu notre culture des années 80. Et quand on touche au death, brutal death, modern death, là on tombe vraiment plus sur une esthétique glauque et space horror qui mélange allègrement les références cinématographiques et jeux vidéo entre Alien, Doom, Halo et Dead Space. Et quand on arrive au deathcore, c'est à peu près la même chose mais en plus ridicule et avec beaucoup de fluo. En bref, vous l'aurez compris, c'est un sujet trop vaste et pouvant être abordé de beaucoup trop de façons pour pouvoir être complètement cerné en seulement 5 minutes. Et c'est pour cela que je vais laisser mes chers collègues du Metal Gathering prendre la relève. Quant à moi, vous pourrez me retrouver prochainement sur ma chaîne pour un point prog épisode 7 sur le ainsi qu'une analyse socio-musicale dans un nouvel épisode des Brutal College. Allez, à ciao. Ambient textures initiated. Pass. Bonjour à vous public de Metal The Gathering. Pour les présentations, moi c'est le métalleux du soir, également appelé le chroniqueur fou. Et ce truc là c'est mon assistante Metsune. À l'occasion de la sortie de l'épisode 8 de Star Wars sur les grands écrans, moi et l'équipe de cet épisode avons décidé de vous évoquer chacun d'autre manière la science-fiction. De mon côté, je vais parler des moyens employés par les groupes pour nous plonger dans leur univers. Alors pour ça, il faut d'abord se demander, qu'est-ce que la SF ? Eh bien, étant donné que je suis un gros feignant et donc plutôt que faire des recherches pour vous donner une définition bien chiadée du truc, je vais plutôt vous citer Arthur C. Clarke et ainsi vous permettre d'éviter toute confusion avec la fantasy. La fantasy dessine ce que vous voudriez qu'il soit, mais qui ne sera jamais. La SF dessine ce que vous voudriez pas qu'il soit, mais qui pourrait bien être. Donc déjà, on part sur une base méga optimiste, hein. Cette citation montre bien que la SF est indissociable d'un certain rapport au futur également, que ce dernier soit proche ou lointain. Et donc, la question qui en découle, quelle image avons-nous du futur ? Eh bien, qu'on le veuille ou non, cette image, elle nous vient du cinéma. Si la définition textuelle nous vient bel et bien de la littérature qui a donné naissance à ce type de cinéma, ce n'est ni plus ni moins que cette dernière industrie qui a su nous le représenter de manière sensorielle, et principalement par les images et les sons. Le but du jeu, c'est donc d'établir un rapport entre cette image du futur avec tout ce qu'elle englobe et l'auditeur. Alors je précise tout de suite que je ne parlerai pas des groupes avec un univers post-apocalyptique comme Chronophobia ou Avenger of Blood, car la description auditive de cet univers étant généralement aussi vide que le désert qui l'accompagne. Mais donc bref, le moyen le plus simple de se rapprocher de l'image cinématographique de la SF, c'est la pochette. Et pour ça, on fait directement apparaître des éléments ayant rapport avec les machines ou la technologie, les sciences ou l'espace. On peut également utiliser des univers autres que cinématographiques, mais qui respectent les mêmes codes tels que Wickeside ou Keepers of Death qui se servent de l'imagerie de Warhammer 40 000. Sur le plan sonore, on aime énormément les sonorités électroniques qui font lien avec cette vision hyper informatisée et artificielle que l'on a du futur. Aussi, programmation et autres claviers et synthés sont très usités, en particulier dans le cybermétal. Cela dit, quand on y réfléchit, le métal est déjà une musique très artificielle puisque le seul instrument que l'on peut réellement qualifier de organique, c'est la batterie. Et encore, parfois celle-ci est entièrement remplacée par une boîte à rythme entièrement informatique. Et concernant les guitares qui sont déjà hyper modifiées sur le plan sonore, quand on les capte de base avec la saturation qui est extrêmement poussée, on peut également utiliser des effets à même les guitares évoquant les améliorations cybernétiques de la même manière où l'on ajoute donc du coup des pédales les unes à la suite des autres sur une guitare. On améliore bout par bout notre corps avec d'autres améliorations devenant extension de nous-mêmes. Mais donner à la musique une dimension atmosphérique évoquant l'immensité de l'espace, ça marche aussi. Enfin, il faut évoquer la description textuelle. Alors celle-ci, elle nous est moins frappante parce que déjà, on n'est pas tous bilingues et que de deux, on n'arrive pas toujours à comprendre ce qui est dit, mais elle n'en reste pas moins un élément indispensable. Ainsi, c'est par la description visuelle, sonore et lyrique que les groupes arrivent à nous happer dans leur dimension. C'est la réunion de ces trois éléments ensemble qui rend le tout concret et palpable. S'il n'en manque ne serait-ce qu'un seul, la sauce ne peut pas prendre. Par exemple, avec The Final Frontier de Iron Maiden, on s'y retrouve sur le plan visuel et textuel. Musicalement, hein, c'est pas trop ça. Pour Cybersonic Superquest de The Project 8 1999, c'est sur le textuel que ça pêche. Le groupe s'accent principalement sur des textes anti-religieux. Et dans le cas de Infected, un groupe de Death Indus avec leur album Control, j'ai pas compris.
Enfin, la jaquette de Innovation de Neurotech, elle est pas mal non plus. Hein. On peut néanmoins retrouver ces éléments réunis dans des cas très intéressants, comme le Transhuman de Bolivar avec son thrash prog, Enshine et son doom mélodique sur Singularity et Origin, le black metal de Eledians à leur début sur Next Zeon, le power metal de Gloryhammer sur Space 1992. Ouais, par contre là, heureusement qu'il y a la police pour te dire que t'es pas au pays des dragons et des chevaliers quand même. Ou même, et là je sens que ça va en faire gueuler un bon paquet, Amarante avec son album The Nexus. En conclusion, je dirais que ce rapport au futur qui est l'essence même de la science-fiction peut prendre de multiples formes. Et même si ces dernières sont tirées bien évidemment du cinéma, le fait que chacun des groupes y aille de sa petite touche personnelle donne presque l'impression de regarder un autre film. Et ce sera tout pour moi. N'hésitez pas à balancer dans les commentaires des cas intéressants comme ceux que je vous ai cités en dernier. Ça peut toujours faire de belles découvertes. Et sur ce, je passe la main à mon collègue. À une prochaine. Subsonic bass, begin. Pass. Sombre salutations, aujourd'hui je vous propose un cover métal des thèmes de Star Wars. Si vous êtes joueur, je vous laisse deviner lesquels, ou pas. Tous les acteurs de cet épisode ont été conviés à la renaissance du maître Vador, Vader, Vanu pour les intimes, et je les en remercie du tréfonds du côté obscur. Mais qui incarne Vador dans la vidéo? Un participant du premier épisode, du deuxième épisode, voire du futur troisième? Là aussi, les paris sont ouverts, à vous de deviner ou pas. J'ai pris un réel plaisir à réaliser ce cover et je vous invite à le visionner sans plus tarder. Mais n'oubliez pas, la paix est un ensemble qui n'y a que la passion. Par la passion, j'ai la puissance. Par la puissance, j'ai le pouvoir. Par le pouvoir, j'ai la victoire. Par la victoire, je brise les chaînes, la force me libérera.
Static frequencies. Engage. Pass. Oh, salut à tous. Pour cette vidéo, je me suis dit que j'allais vous lire un extrait du dernier Record. Ah bah oui, on a déjà eu la page Wikipédia, on a déjà eu le gaming, alors pourquoi pas un peu de lecture. Donc, je vous disais, je vais vous lire un extrait de la rubrique I Like to Movie. L'interviewé, c'est Fernando Ribeiro, donc le chanteur de Moonspell. Et donc l'interview nous dit ceci. Quels sont tes 5 films préférés? Elephant Man, Rocky, Requiem for a Dream. À minuit, je poserai ton... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Non, plus sérieusement. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie de vous parler de 3 albums qui vous plongeront dans une ambiance de type science-fiction, ou au moins qui vous raconteront des histoires qui se déroulent dans ce type d'univers. En tout premier lieu, j'aimerais vous citer Pattern of Infinity du groupe TRNA, ou Trena, ou Trana, ou... Oh, j'en sais rien en fait, c'est des Russes, voilà, c'est des Russes. Alors au niveau de la musique, on est sur du black metal atmosphérique, mais ça je pense que tout le monde l'avait deviné. Cependant, je pense que cet album mérite d'être mis tout en haut de la liste de vos groupes à écouter, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, pour le mixage. Tout est super équilibré sans que ça vire à la bouillie, ce qui est pourtant un problème qui arrive chez énormément de groupes de black atmo. Enfin bref, tous les instruments s'entendent super bien, y compris la basse. Je veux dire, on entend la basse, putain! Pour du black atmo, c'est assez exceptionnel pour être souligné. Deuxièmement, pour la musicalité. Le groupe varie ses plans. Donc tous ceux qui pensent que je suis en train de vous présenter un énième clone de Dark Space, vous vous plantez, mais genre violent. On alterne entre des passages calmes rythmés par une guitare au son relativement clair, et non pas noyé sous une tonne d'effets, et de véritables murs de son qui nous évoquent à la fois la froideur de l'espace et les tempêtes magnétiques qu'un vaisseau traverserait au fur et à mesure de son voyage. On trouve également des passages assez efficaces, ce qui évite à l'auditeur de s'endormir pendant l'écoute de l'album. Un problème assez récurrent quand on écoute ce genre de musique. Et troisièmement, parce que c'est underground. Non, je savais juste pas quoi dire en troisième en fait. Gorge. Bref, je vous conseille vraiment d'aller écouter Pattern of Infinity du groupe TRNA. C'est de l'instrumental, donc vous pouvez mettre ça en musique de fond, ça passe très bien. Vous pouvez écouter ça de manière attentive en vous plongeant dans l'ambiance, ça marche très très bien aussi. Et si jamais vous aimez faire une activité en écoutant votre musique, je sais pas, en lisant par exemple, eh ben faites-le, franchement, vous ne serez pas déçus du voyage. Pour le deuxième album d'aujourd'hui, je vous propose de changer de genre, et on va aller du côté du cyber metal. Mais du coup, cette année, qu'est-ce qu'il y a eu d'intéressant dans le genre? Eh ben, il y a eu le deuxième album du groupe danois, The Interbeing, Among the Amorphous. Alors déjà, moi je dis bravo pour la pochette, parce qu'elle est super belle graphiquement, et en plus, elle est en plein dans le thème de la SF. Il y a des insectes robots géants, un être humanoïde bizarre, des portails galactiques, une planète gelée, bref, tout pour exciter l'imagination. Si je devais rapprocher ça d'un groupe plus connu, je pense que c'est exactement le genre d'album que Cybrid aurait pu produire s'ils avaient poursuivi leur carrière après God is an Automaton. Un autre super album de cyber metal que je vous conseille également. C'est très groovy, il y a des passages industriels qui rajoutent vraiment un côté froid et technologique à une musique qui a déjà un côté très mécanique à la base. On alterne entre des moments violents, des refrains catchy, mais aussi des passages beaucoup plus calmes qui permettent la mise en place de l'univers de l'album. Et un autre truc génial avec Among the Amorphous, ce sont les paroles. Alors, pour vous résumer l'histoire sans vous spoiler, on suit un être émergent d'un profond sommeil qui va être modifié par des humains. L'histoire nous présente le tiraillement entre l'individualité du personnage et ce que ses créateurs veulent faire de lui, avec en background une guerre entre les humains et les machines. Pour incarner ce personnage, le chant a été réfléchi de manière variée. Ça va du chant clair, avec et sans effet, au murmure, au scribe et au mélange de plusieurs voix, pour illustrer le combat intérieur du protagoniste. En bref, si vous cherchez un concept album qui vous fera passer du bon temps aussi bien durant l'écoute que durant la lecture du livret, je vous conseille franchement de vous pencher sur The Interbeing et plus précisément sur Among the Amorphous. Et pour finir, je vais parler d'un truc absolument pas underground, mais qui mérite une attention particulière. S'il y a un album qui m'a fait rentrer dans un délire science-fiction cette année, c'est bien The Source de Ayron. Alors, je pense qu'il est assez inutile de vous présenter Ayron ou encore Ariane Lucassen. Je pense que le personnage est assez connu comme ça, et son groupe aussi. Donc, au pire, vous savez tous utiliser Wikipédia, je vais pas le faire pour vous.
Déjà, Lucassen commence son album avec un morceau de plus de 13 minutes. Donc niveau portage de couilles, on est quand même assez haut, sachant qu'il est capable d'enchaîner avec des morceaux de 4 minutes derrière. D'ailleurs, si je devais résumer l'album en un seul mot, ce serait sûrement variété. Parce que honnêtement, rien ne se ressemble de la première à la dernière musique. Il y a des invités de partout et ils font tous le job. Alors, à titre personnel, c'est pas non plus un album qui m'a donné envie de mettre au prog, ça fait quand même 1h30 le machin, mais l'histoire est intéressante et la musique est suffisamment variée sans jamais tomber dans la démonstration technique à outrance. D'ailleurs, ça me fait penser que Arjen Lucassen devrait vraiment proposer le scénario de l'album dans un studio de cinéma. Il y aurait franchement moyen de faire un bon film avec ça. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié les 3 albums que je vous ai présentés. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous laisse en compagnie de Reset Metal qui lui aussi a des choses à nous dire. À la prochaine, bye. 3, 2, 1. Pass. Salut à vous fiers métalleux et bienvenue dans ce nouvel épisode de Metal the Gathering. Alors aujourd'hui avec les collègues on s'est donné un thème, alors un thème assez général, histoire de pas risquer de s'enfermer ou de se répéter entre nous, la science-fiction. Alors la science-fiction, moi ça m'évoque quand même pas mal de groupes, même si je me concentre que sur le death metal. Dans les styles les plus modernes, c'est vraiment baigné à fond là-dedans, et il suffit de regarder les pochettes qu'il y a dans les catalogues de Unique Leader ou Lacerated Enemy pour s'en apercevoir. Du coup ça me laisse pas mal de choix, et même un peu trop. Alors je me suis tourné vers un des premiers groupes de death metal à s'être emparé de cette manière l'esthétique et les thématiques de SF. Nocturnus. Alors Nocturnus est un groupe de death metal formé en 87 à Tampa, en Floride, ça alors, et qui s'est plongé complètement dans un délire de l'espace. Alors le groupe se fait d'abord remarquer pour sa musique ultra énergique, avec des riffs qui tranchent dans tous les sens et des changements de tempo partout, mais surtout pour son utilisation assez outrancière du clavier et des samples. Et oui, on considère effectivement que c'est Nocturnus, le premier groupe de death metal à avoir apporté des claviers, entendez par là du synthé bien futuriste. Et c'est du jamais vu à l'époque, en tout cas en 90 quand sort le premier album The Key. Alors c'est du death assez technique, un peu foutoir, mais avec une énergie tout à fait louable et surtout un délire bien à eux. Et les claviers ne se cantonnent pas à faire quelques nappes dans le fond, mais prennent parfois le dessus sur les guitares, comme dans certains passages, comme sur Néolithique ou Undead Journey, 2 morceaux qui figuraient déjà sur leur démo The Science of Horror. Et pour jouer à fond cette thématique SF, le groupe tente des trucs qui rendront plus ou moins bien, comme des effets sur la voix, ou une production générale un peu particulière. Alors moi personnellement je trouve que ça marche plutôt bien, mais j'ai vu aussi des commentaires allant dans l'autre sens, alors là je vous laisse seul juger. Inutile de vous préciser que cet album fut enregistré au Morrisound Studio, comme tous les groupes de l'époque, pour ça je vous renvoie à ma minute death sur le sujet. Ceci dit, l'enregistrement était une vraie galère, comme pour beaucoup de premiers albums. Le bassiste était trop bourré pour assurer ses parties, du coup c'est Mike Davis, le guitariste, qui a dû s'en charger, et c'est pour ça que la basse n'est pas vraiment mise en avant dans le mix. Enfin bref, en 92, The Key voit naître son successeur, le très fameux Threshold, avec sa pochette qui défonce tout et qui me rappelle pas mal celle du dernier album de Vector. Et là, musicalement, on n'est plus du tout dans le même délire. C'est comparable au grand écart entre Scream Bloody Gore et The Sound of Perseverance, mais sans tous les albums transisoires qu'il y a au milieu. Tout est beaucoup plus maîtrisé, on n'a plus du tout le côté bordélique, mais au contraire, on a un aspect vraiment très calculé, très mathématique et pratiquement progressif au final. Et même les claviers, les effets, pareil, c'est plus mesuré, alors il y en a pas moins, mais ils sont mieux gérés. Bon, c'était déjà l'éclate d'avoir des gros passages épiques au synthé dans The Key, mais écoutez-moi ce morceau et dites-moi que ce n'est pas un prélude à un voyage intersidéral. Mais tout n'est pas tout rose non plus. Si c'est bien Mike Browning, batteur et fondateur du groupe, qui s'occupait des parties de chant sur The Key,
sur celui-là, il a été demandé par le label Earache Records de confier le micro à quelqu'un d'autre pour des raisons que j'ignore. Après cet album, le groupe se débrouillera pour foutre définitivement Browning dehors, et s'ensuivirent de longues poursuites judiciaires pour la propriété du nom Nocturnus. Un peu comme pour Entombed en fait. Et, comme pour Entombed, Mike Browning n'attendra pas plus longtemps et reformera Nocturnus AD, comme Entombed AD, avec qui il tourne encore, mais n'a pas encore sorti d'album. Quant à ce qu'il reste de Nocturnus, après l'éviction de leur batteur fondateur, le groupe se fera virer du label et ira sortir chez Season of Mist un 3e album en 1999, ignoré de tous, et finira par splitter en 2002. Pourtant, il est pas si mal, The Real Tomb, mais bien moins inspiré que ses prédécesseurs, et puis surtout, il y a plus la magie, quoi. C'est dommage qu'une histoire aussi bien commencée se casse la gueule aussi salement. Enfin bref, il nous reste toujours ces 2 bijoux pour pleurer, et a priori, on peut s'attendre à de nouveaux morceaux de la part de Nocturnus AD prochainement. Au final, c'est peut-être pas plus mal qu'on ne retienne de Nocturnus que ces 2 albums et l'expérience qu'ils ont pu procurer. Et si aujourd'hui, dans le death metal, la science-fiction pure, c'est monnaie courante, en 90, c'est un peu eux qui en avaient l'exclusivité. Et même pour tous les groupes qui ont suivi la tendance après Threshold, assez peu d'entre eux ont su faire usage du synthé de manière aussi audacieuse, et la plupart n'ont même pas tenté le coup. Et ça peut se comprendre, parce que intégrer ce genre de sonorité à une musique qui se veut des plus brutales, ça va pas forcément de soi. Cependant, Nocturnus a prouvé que c'était possible, et pour ça, longue vie à Nocturnus. Sur ce, je vais vous laisser, mais avant ça, je vais vous partager une illustration que j'ai réalisée pendant l'écoute de ces 2 albums. Voilà, donc c'est un petit peu l'occasion de me promouvoir en tant que dessinateur. Alors si ça vous plaît, je vous encourage à me retrouver sur Facebook, en suivant le nom qui s'affiche sur votre écran. Je vous remercie de votre attention, j'espère vous revoir bientôt dans une galaxie lointaine, très lointaine. Fail. 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 Warning. System mode.